Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus écouter Anouche Ganjipour et Jean-Claude Milner. Lorsque j'ai reçu par mail leur échange, je n'ai pas hésité 5 minutes de le proposer à un éditeur parce que je voulais que ça soit publié assez rapidement, même si les auteurs auraient préféré que cela eût été encore plus rapide. Évidemment, parler sans détour, ça faisait aussi résonance, disons, avec la controverse qu'avait menée Jean-Claude Milner avec Alain Badiou et que j'avais animé dans le livre qui s'appelle d'ailleurs Controverse. Et j'ai toujours eu un faible, disons, pour les désaccords parfaits. Mais désaccord parfait, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un échange et une réflexion politique qui, tout en ne débouchant pas sur un consensus ou sur un accord, fait entendre la voix des unes et des autres, de l'un ou de l'autre. C'est ce qui se passe, à mon avis, dans Parler sans détour. Hein. Vous savez, il y avait un film de Jean-Marie Straub qui s'appelait Nicht versöhnt, non réconcilié. Soyez rassurés, les deux auteurs ne sont pas réconciliés, mais je pense qu'ils se sont écoutés l'un l'autre. Alors évidemment, au vu de l'actualité qui est trumpisée, puisqu'elle change toutes les 24 heures, cessez-le-feu, pas cessez-le-feu, attaque, pas attaque, etc., etc., et qu'il y a un certain suivisme, disons, forcément narratif, enfin, qui se fait, si vous voulez, au gré de ces turbulences trumpistes, il faut bien le dire pour l'instant, et évidemment aussi celle du gouvernement israélien. Alors, parler sans détour, c'est pour moi l'idée aussi, tout n'est pas discutable. De même que tout n'est pas philosophable. Il y a eu une grande vogue, disons, habermasienne, comme quoi l'éthique de la discussion rationnelle devait forcément aboutir, disons, un peu comme dans le Parlement allemand, à un certain nombre de décisions. Or là, il ne s'agit pas justement de décision, il s'agit de réflexion. Et déjà, faire la différence, disons, entre les deux me paraît importante. En tant qu'auditeur, citoyen, etc., comme le dit justement Jean-Claude Milner dans cet ouvrage, mais il l'a dit aussi dans d'autres, on ne décide pas grand-chose. On peut interpréter, on peut commenter, on peut pâtir, on peut souffrir, on peut, etc., mais ça ne relève pas stricto sensu de la décision politique. Alors, Parler sans détour, c'est un livre de cheminement, puisque ce sont des lettres. Deux auteurs qui n'ont pas du tout la même formation, la même histoire. L'un dit qu'il est formé aux humanités classiques, l'autre dit qu'il est féru de théologie politique et qu'il est à la recherche de ponts entre les différentes religions et les conceptions de la politique qui en découlent. Ça fait penser à cette phrase de l'antisémite Alain qui disait « Le christianisme est beau quand on n'y croit plus ». Et mon ami Abdelwahab Medeb disait de l'islam est beau ou belle quand on n'y croit plus. Ça nous renvoie à quelque chose qui a évidemment existé en France, avec les gens qui ont travaillé avec Corbin, Berck, etc. Mais pas seulement. Je pense à Mohamed Harkoun, qui, à la Sorbonne, avait un enseignement qui permettait véritablement de se forger, Christian Jambet lui a rendu hommage, de se forger une idée, voilà, assez précise du judaïsme, du christianisme, de l'islam, et de pouvoir passer de l'un à l'autre pour fonder, non pas ce que l'UNESCO appelait bêtement le dialogue des cultures ou le dialogue des religions, mais pour essayer de permettre, de promouvoir, disons, une circulation entre toutes ces traditions.
Et c'est ce que j'ai trouvé dans ce livre, en dépit, disons, évidemment, des controverses ou des désaccords, des désaccords parfaits, comme disait Philippe Muret. Des accords parfaits, ça veut dire qu'il y a forcément un moment où, si vous voulez, l'échange, même s'il est dans l'exactitude, s'il est dans la précision, même si les références historiques sont bonnes, il n'empêche qu'il y a quelque chose qui manque terriblement, à mon avis, dans l'actualité. Dans les deux cas, il y a une projection. C'est-à-dire que, évidemment, quand Jean-Claude Milner dit la guerre Israël-Palestine, c'est une guerre de 100 ans. On ne dit pas ça tous les jours. On ne dit pas ça tous les jours. Et évidemment, Anoush Ganjipour conteste, enfin disons, si je puis dire, cette vision à long terme. Mais il se trouve qu'elle est extrêmement argumentée des deux côtés dans cet ouvrage. Alors, je ne vais pas du tout monopoliser la parole, mais faire parler ces deux auteurs un peu en suivant l'ordre du livre finalement. Mais qu'est-ce qui, sur le fond, les sépare? Mais peut-être que Anoush Ganjipour, avant de commencer, veut-il dire quand même quelque chose de la situation en Iran, réagir à sa propre tribune qu'il a écrite dans Le Monde récemment. Mais de toute façon, ma première question porte sur la guerre et la paix, puisque vous avez tous les deux une approche différente. Jean-Claude Milner dit que dans le contexte moyen-oriental et proche-oriental, la guerre est la règle et la paix est l'exception, tandis qu'en Occident, c'est l'inverse. Alors, est-ce que vous pouvez rebondir, Anoush Ganjipour, au regard de ce qui se passe, et après, me permettrai de reprendre l'ordre du livre. Finalement, je ne sais pas si je parle. Merci Philippe. Pour faire un lien entre ce qui se produit ces jours-ci après l'agression d'Israël contre l'Iran et ce qu'on a essayé de discuter, développer avec Jean-Claude Milner dans l'ouvrage, il y a un point sur lequel j'insistais déjà dans notre discussion, c'était le rôle néfaste des puissances occidentales, notamment des États-Unis, mais pas uniquement, dans l'ensemble des conflits, des guerres qui se produisent au Proche et Moyen-Orient, et notamment autour de la question palestinienne. Et moi, j'argumentais que les interventions occidentales en faveur d'Israël vont constamment et systématiquement dans le sens d'attiser les conflits et de les faire perdurer. Or, c'est exactement ce qu'on voit dans le cas de la guerre menée d'abord par Israël, après en fait une guerre qui a engagé l'Iran immédiatement. Je pense que l'intervention américaine n'a pas commencé avec l'envoi des bombardiers américains pour bombarder les sites nucléaires iraniens. Ça, à mon sens, c'est une fausse lecture, une lecture en tout cas erronée. Les puissances occidentales ont été dès le début impliquées dans cette guerre. Si l'État d'Israël n'était pas sûr et certain de l'implication de ces puissances, tout d'abord, s'il n'était pas sûr et certain d'avoir une continuité de l'aide militaire des États-Unis, il n'aurait jamais envisagé une telle agression. Je vous rappelle simplement que même techniquement cela a été possible parce qu'Israël dépose quand même des F-35
américains qui sont essentiels pour mener cette guerre. Et donc voilà un exemple, une preuve édifiante, si je puis dire, de ce rôle néfaste qui va continuer. Et il faut voir avec le plan qui me paraît, comme je disais, comme je défendais dans la tribune, finalement le projet n'est pas détruire les installations nucléaires ou même la base militaire iranienne, mais je suis certain, comme j'argumente dans la tribune, qu'il s'agit d'un plan dont l'objectif final, c'est d'aller, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout ou non, mais en tout cas, l'objectif final, pour moi, c'est le démantèlement de l'Iran. Jean-Claude Milner. Je ne suis pas convaincu par le pluriel employé par Anoush Khanjipour quand il parle des puissances occidentales. À mes yeux, quand on parle de l'Occident, quand il s'agit de cette partie du monde, mais sans doute aussi dans d'autres parties du monde, mais dans cette partie du monde qu'on appelle le Proche et Moyen-Orient, il n'y a qu'une seule puissance occidentale qui intervienne, cela depuis, on peut dire, depuis l'affaire de Suez, c'est-à-dire dans les années 56, je crois. Donc ça fait un temps relativement long, puisque ça dépasse le demi-siècle. Je crois qu'il n'y a que les États-Unis. L'Occident, d'une manière générale, est constitué par l'ensemble des pays qui acceptent le leadership militaire, intellectuel, politique, je dirais même sociologique, concernant le fonctionnement des mœurs d'une société qui accepte le leadership des États-Unis. Donc il n'y a véritablement que les États-Unis. Et quand on parle, et comme mon voisin parle de, par exemple, critique de l'hypocrisie des puissances occidentales, cela se ramène à mettre en cause ce qu'il appellerait, ce que je n'appellerais pas moi, mais ce qu'il appellerait l'hypocrisie des diverses politiques menées par les États-Unis. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas parler d'un projet de démantèlement de l'Iran. Je suis prêt à admettre que ce projet habite un certain nombre de courants politiques, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, mais aussi dans un certain nombre de pays arabes. On ne peut pas parler d'un projet de démantèlement de l'Iran si on n'évoque pas un projet de démantèlement de l'État d'Israël. Il y a, à mon avis, deux projets, enfin, au moins deux, est-ce qu'il y en a davantage? Il y a au moins deux projets de démantèlement opposés ou combinables, suivant les circonstances et les points de vue, concernant le Proche et le Moyen-Orient. Ce qui fait que, à mes yeux, la présentation qu'Anoush Khanjipour a proposée, je ne la rejette pas entièrement, mais je la trouve incomplète. Parce que précisément, elle n'envisage, c'est peut-être le point le plus clair, qu'un seul projet de démantèlement, alors qu'il y en a au moins un autre, et peut-être d'autres encore, parce qu'il n'est pas impossible que pour un certain nombre de courants politiques, que ce soit en Israël ou que ce soit aux États-Unis
et dans d'autres pays d'Occident, mais certainement aux États-Unis, un projet de démantèlement de ce qu'on peut appeler le monde arabo-musulman, en tant que ce monde arabo-musulman peut disposer d'une puissance croissante par rapport à ce qu'elle a été, pour deux raisons. Bien entendu, les ressources, voilà, le contrôle des ressources en carburant, mais aussi la très grande question que nous n'aborderons pas, mais qui devra bien un jour être abordée, le fait que parmi les pays musulmans, où la religion musulmane, sous toutes ses formes, est devenue une religion en voie de devenir dominante, il y a des pays d'Europe occidentale, il y a par exemple la France, et ça ne me choque pas plus qu'autre chose, je le décris simplement. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'aux yeux des grands États arabo-musulmans, et peut-être aussi aux yeux de l'Iran, qui n'est pas un État arabe, la question de l'islam européen, qui croît en nombre et qui croît en influence, est une question cruciale. Est-il admissible pour les grands États arabes, je pense par exemple à l'Arabie saoudite, mais je pourrais parler aussi de l'Algérie, est-il admissible pour l'Iran que cet islam européen en voie de naissance échappe au contrôle de grands États musulmans tels que l'Arabie saoudite, tels que l'Iran, et évidemment, j'ai oublié de le mentionner, de la Turquie. Ce démantèlement, en quelque sorte, futur, possible, d'un islam européen et eurocentré est quelque chose qui est, à mon avis, un projet, en tout cas, en voie de constitution. Est-ce que, puisque c'est... donc on va décliner des points de dissensus, et puisque vous avez prononcé le nom, le vocable d'Occident, peut-être pourriez-vous préciser l'un et l'autre ce que vous entendez par Occident, puisque dans le livre, vous en faites l'objet d'une discussion prolongée, et vous n'avez pas du tout la même approche. C'est-à-dire que Jean-Claude Milner a prononcé le mot qui apparaît dans votre ouvrage, celui d'hypocrisie, l'Occident hypocrite, les droits de l'homme et Guantanamo de l'autre, enfin, toutes ces ambivalences, enfin disons, qui sont à juste titre soulignées, mais ça n'a pas du tout, les ambivalences, si je puis dire, n'ont pas du tout la même résonance chez l'un et chez l'autre, chez Jean-Claude Milner et chez vous, Anoush Ganjipour. Qu'en est-il, de quoi l'Occident est-il le nom? Alors. Je dois passer le micro, je pense que comme ça. Jean-Claude Milner, comme lui-même le précise, son approche est une approche tout à fait matérialiste, si j'ai bien compris, ou matérielle de l'Occident. Je ne mets pas en question cette approche, simplement je signale l'insuffisance de cette approche lorsqu'on s'éloigne du point de vue interne de l'Occident, lorsqu'on se situe à l'extérieur de l'Occident. Et c'est là où je considère qu'il faut privilégier, pour comprendre comment cet Occident fonctionne comme un concept opératoire, au moins pour parler un peu philosophiquement, c'est là où je considère qu'il faut privilégier ce que j'appelle une approche anthropologique. Comment l'Occident est conçu de l'extérieur, en l'occurrence du point de vue proche et moyen oriental. Alors là, il y a un certain nombre de
caractéristique ou très distinctif qui importe pour la définition de Jean-Claude Milner, qui deviennent à mon sens secondaires, voire parfois négligeables. Par exemple, quelque chose qui vient d'être dit encore une fois, et d'ailleurs je suis d'accord sur ce point-là, c'est non seulement la supériorité, mais en quelque sorte la distinction à l'intérieur de l'Occident du statut ou même de la signification des États-Unis par rapport au reste de l'Occident et notamment l'Europe. Certainement, cette distinction est exacte. Un certain nombre de caractéristiques ou distinctions découlent de celle-ci. Par exemple, le fait que les États-Unis est un pays protestant, après, comme Jean-Claude Milner explique, la supériorité de la race blanche qui vaut aussi pour l'Europe. Mais je considère que lorsqu'on voit de l'extérieur, tel que l'Occident a été conçu, il faut tenir compte du point de vue moyen-oriental tel qu'il a historiquement conçu l'Occident. À ce moment-là, cette distinction existe, mais n'est pas décisive pour définir du point de vue du Proche et Moyen-Oriental l'homme et femme qui habitent cette terre, cette distinction entre les États-Unis protestants et l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne catholique ou l'Allemagne autrement protestante, etc. Cette approche anthropologique considère l'Occident comme une totalité à l'intérieur duquel il y a des rôles qui sont distincts, les statuts sont différents, mais finalement il y a quelque chose qui s'appelle l'Occident, qui a des traits distinctifs pas tout à fait identiques à ceux que Jean-Claude Milner met en avant et sur lesquels il construit son argument. Là encore, je ne vais pas réfuter ou refuser la thèse selon laquelle le monde proche et moyen-oriental s'est donné ou construit une représentation de l'Occident. À mes yeux, et je le dis peut-être brutalement s'il le faut, cela définit un ensemble de préjugés et non pas de jugements. Ce sont des préjugés qui, d'ailleurs, pour le préciser, je m'appuierai sur ce que vous avez dit vous-même, qui associent l'Occident à un autre terme qui est celui de modernité. Une modernité au sens large, c'est-à-dire une modernité qui n'embrasse pas seulement l'industrie, bien que ça compte, la technique, mais qui embrasse aussi des formes politiques, par exemple l'État-nation ou les États constitutionnels, les constitutions, qui sont en majorité des constitutions écrites en Occident, pas en Grande-Bretagne, mais dans la plupart des pays occidentaux, le caractère électif, ce qu'on résume sous le chef de la démocratie, qui est essentiellement ramené au droit de vote, à la liberté de vote, au vote secret, et à l'idée que un moment, qui peut être très court, mais qui est un moment crucial, la décision politique revient en dernier ressort au corps électoral. Et je pourrais ajouter toute une série d'autres éléments. Je ne dis pas du tout que dans le monde occidental, on les rejette, on les met en avant, et assez facilement, on les couronne d'une sorte de diadème qu'on appelle les valeurs.
considérer que l'Occident se définit par ses valeurs et considérer que ces valeurs, l'Occident ne les respecte pas, c'est ce que vous appelez l'hypocrisie. Et moi, je considère que comme ces valeurs, cet ensemble de valeurs, n'ont aucune importance matérielle par rapport à ce qui constitue le système d'alliance des pays dits occidentaux, ce sont des ornements de l'acceptation du leadership américain, enfin états-unien, ce sont des ornements. Le mot démocratie, si je prends par exemple la France, le mot démocratie est un mot qui a sa propre histoire et qui n'a pas du tout une histoire comparable au mot démocratie dans le monde états-unien. Il se trouve que quand on a prétendu que la guerre d'Irak se faisait au nom de la démocratie était définie dans la tradition états-unienne. L'opinion française a cru que le mot démocratie avait le même sens. Ce qui fait que, première guerre d'Irak, on a dit, enfin, le gouvernement français a dit, nous nous retrouvons aux côtés des États-Unis. Deuxième guerre d'Irak, le grand discours de Dominique de Villepin, c'était en gros, nous, Français, nous sommes un vieux pays, le mot démocratie, nous en détenons la véritable définition, nous ne nous reconnaissons pas dans la définition états-unienne. Donc, différence de position entre première guerre d'Irak et deuxième guerre d'Irak. Mais dans toutes ces affaires-là, il s'agit de faire appel non pas à des jugements, mais à des préjugés. Préjugés qui existent dans les pays occidentaux, mais que les politiques, généralement, dans leur fort intérieur, enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas complètement lunaires, ces préjugés, les politiques occidentaux, et notamment aux États-Unis, et on le voit très bien avec le personnage qui est actuellement à la tête des États-Unis, qui a, si j'ose dire, la franchise de Polichinelle, dont le guignol lyonnais, Polichinelle, dit les choses comme elles sont. Eh bien, le président Trump dit tout ce qui se réfère chez mes adversaires à la Constitution, à la loi qui doit l'emporter sur la force, à l'idée qu'il y a un au-delà du deal, c'est-à-dire de l'opération marchande par excellence, tout cela s'abandonne à des préjugés dont moi, président des États-Unis, je n'ai pas à tenir compte, puisque mon rôle de président des États-Unis, comme le rôle d'ailleurs de tout homme ou femme politique, c'est de m'appuyer sur des jugements. Les jugements peuvent être faux, pas faux, c'est une autre question. Par voie de conséquence, ce que vous défendez concernant le Proche et le Moyen-Orient, c'est quelque chose que je considère comme vrai et porteur de catastrophe pour le Proche et le Moyen-Orient. C'est que le Proche et le Moyen-Orient a défini l'Occident et la modernité par les préjugés, et c'est au nom d'autres préjugés qu'il peut combattre ou refuser ou rejeter les représentations occidentales. Est-ce que je peux ajouter Bien sûr. 3 points? Le premier point, un point que je voulais ajouter à mon propos en rapport avec ce qui vient d'être dit, c'est que précisément pour cette raison, je préfère l'attribut anthropologique, l'approche anthropologique.
Parce que ces préjugés ne sont pas uniquement fonctionnels d'un côté, c'est-à-dire du côté moyen-oriental vis-à-vis de l'Occident. Lorsque vous avez la conception du Moyen-Orient du point de vue de l'occidental, vous voyez exactement les mêmes préjugés. Vous les appelez préjugés à juste titre, on peut dire les traits distinctifs ou la définition de l'autre côté. Le Moyen-Orient est une terre principalement musulmane. L'islam pour l'Iranien ou l'Irakien ou le Saoudien ou l'Égyptien est finalement quelque chose qui a une consistance identique avec des variations. La politique, vous connaissez très bien l'idée, si je puis dire, ancestrale, le despotisme oriental. J'ai même entendu plusieurs fois dire par les journalistes, ces gens-là ont un autre rapport à la mort. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je préfère parler, je ne condamne pas, évidemment c'est quelque chose qui me choque, qui m'exaspère, cette ignorance. Il n'en reste pas moins que il y a quand même quelque chose à toutes les étapes, à tous les niveaux de l'ordre anthropologique. Et je dis simplement qu'il faut tenir compte de cela lorsqu'on parle des relations entre le Moyen-Orient, l'Orient en général, le terme ancien, et l'Occident. Ça, c'est mon premier point. Le second point qui va dans ce sens, nous discutons avec Jean-Claude Miner longuement, cela pour moi c'est extrêmement important. Il faut se rendre compte que cette conception de l'Occident, l'association de l'Occident à la modernité, le contenu qu'on accorde à l'Occident moderne, tout ça c'est quelque chose qui a été construit à travers un dialogue avec les Occidentaux eux-mêmes. Un dialogue qui a commencé, c'est un point sur lequel j'insiste, à partir du XIXe siècle. L'Occident, l'idée de l'Occident par les Orientaux a été construite à partir d'un dialogue avec trois branches, si je puis dire, ou trois discours modernes occidentaux. Le premier discours, les penseurs d'Orient ont essayé de voir, ont rencontré en quelque sorte, la façon dont les Occidentaux modernes du XIXe siècle, mais ça continue jusqu'au XXe et jusqu'à aujourd'hui, ils ont établi et construit leur relation avec leur passé. Par exemple, comment quelqu'un comme Auguste Comte, un penseur extrêmement important pour la conception orientale de l'Occident, comment Auguste Comte a établi une certaine historicité depuis l'Antiquité grecque, en passant par le christianisme, le Moyen-Âge, la Révolution française, etc., etc. Lui, il n'est pas le seul. Guizot, la même chose. Quinet, quelqu'un qu'on a aujourd'hui oublié, mais qui a joué un rôle considérable dans ce dialogue, qui est Gustave Le Bon. Et les autres, etc., etc. Ça, c'est le premier discours. Le deuxième discours, comment les Occidentaux abordent leur présent par rapport à cette histoire. Ils se considèrent comme héritiers de cette histoire, mais en même temps, ils ont une approche critique de leur présent. Ça, c'est un discours aussi important que le premier. Le troisième, qui est aussi important, c'est comment les Occidentaux, à partir du discours orientaliste, situent l'Orient par rapport à cet Occident qui a une telle histoire. Ces trois discours sont associés, entremêlés, pour permettre aux Orientaux de construire une conception de l'Occident. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils sont simplement imaginés, cette relation dialogique me paraît tout à fait déterminante et importante à introduire dans notre raisonnement. Alors, allez-y. L'Occident, mais
la toile de fond, c'est de votre ouvrage, c'est la guerre et la paix également. C'est-à-dire donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en Occident, la paix est la règle et la guerre l'exception. Et Jean-Claude Milner, vous soulignez avec cette idée, ce concept finalement de guerre de 100 ans, que au Proche-Orient, c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse. Et c'est d'autant plus l'inverse qu'on assiste à une orientalisation, disons, d'Israël, de l'État d'Israël, et que celle-ci a des conséquences sur les diverses diasporas, en premier aux États-Unis, puisque vous aviez commencé, avant cet ouvrage, à écrire un article dans la revue K, justement sur la situation des Juifs américains et de comment commençait, disons, à s'installer une certaine forme de distance des Juifs américains avec l'État d'Israël. Alors, justement, quand vous dites, parfois, bon, ça fait non pas du tout sourire, mais c'est assez parlant, vous dites, par exemple, en Israël, il n'y a plus de parti de la paix, il y a le parti de la trêve. Le parti de la trêve. Donc, une trêve est suivie d'une autre trêve, et d'où, effectivement, la référence à la guerre de 100 ans prend ici son sens. Et alors, en sous-texte, si je puis dire, mais, ou en hypertexte, Hanouch est a priori moins pessimiste que vous, enfin, je ne sais pas si le terme convient bien, mais en tout cas, tente des formes de réconciliation à la fois civilisationnelle, interétatique, alors où justement vous, en tant que franco-iranien, vous avez votre mot à dire. Donc, est-ce qu'on peut dénouer, enfin, à la fois ces visions, parce que ça implique forcément une forme de projection. C'est-à-dire là, pour le coup, comme dirait François Hartog, on n'est plus dans le présentisme, on est dans plus loin. Je vais m'en tenir à ma propre position et je confierai à Hanouch Ganjipour le soin d'exposer la sienne. Pour moi, il y a effectivement deux manières de concevoir le rapport entre la guerre et la paix. D'ailleurs, indépendamment de la situation présente au Proche et Moyen-Orient, je lisais récemment le livre de la thèse de Madame de Romilly qu'elle a consacrée à Thucydide, et elle termine, c'est la dernière phrase de sa thèse, qui date des années 30, elle dit « Thucydide pensait que la guerre était l'état normal des relations entre les cités grecques et que la paix n'était jamais qu'une suspension temporaire de la guerre. » J'ai retraduit cela en termes de règles et d'exceptions. Autrement dit, la guerre est la règle et la paix est l'exception. Si on refait l'histoire disons de l'Europe ou du monde européen, je crois qu'on peut dire, en tout cas proposer comme hypothèse, que si l'expression de Pax Romana, de paix romaine, s'est imposée, c'est parce que l'Empire romain est la première forme politique qui a inversé le rapport entre la règle et l'exception, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on peut dire à partir d'Auguste, l'idée est que la situation normale de l'Empire romain et de tous les territoires qu'il contrôle, c'est-à-dire essentiellement la Méditerranée, mais ça remonte aussi vers le Rhin, enfin c'est une longue, grande étendue, que la situation normale, celle qu'un empereur doit essayer de maintenir, c'est la paix et la libre circulation en paix des citoyens ou des sujets de l'Empire romain. Cette conception-là, accompagnée
de l'idéalisation de l'Empire romain s'est installée, y compris dans l'Europe médiévale. Même si, dans les faits, la situation dans l'Europe médiévale était inverse. C'est-à-dire que la guerre entre rois, entre seigneurs, entre seigneurs et communes, etc., était la situation normale, et c'était la paix qui était l'exception. Mais l'idéal de la paix romaine restait, c'est ce qui fait que Charlemagne s'est présenté comme empereur, c'est l'idée qu'il établit un espace à l'intérieur duquel la paix va régner, la fin de Charlemagne qui va créer les ensembles qui vont être, par la suite de l'histoire européenne, constamment en guerre. À certains égards, on peut dire que même une figure comme celle de Hitler résonne en termes de construction d'un espace qui est à la fois l'espace vital pour l'Allemagne, mais qui est aussi un espace pour la paix entre les différentes parties de l'Europe qui seront soumises, si je veux dire, à l'Empire allemand, enfin à l'Empire nazi. On est bien obligé de constater que cette conception hitlérienne, à savoir la conception suivant laquelle le régime nazi, en s'étendant à toute l'Europe, ne fait que rétablir la situation normale à laquelle les guerres mondiales ont fait exception, cela explique pourquoi tant de pacifistes, en France en particulier, mais pas seulement en France, en Grande-Bretagne également, c'est toute la politique du duc de Windsor, qui n'est pas simplement une politique de trahison à son propre profit, mais aussi une politique d'évitement de la guerre comme situation exceptionnelle. Donc, cette conception-là me paraît une conception qui est datable, situable dans le monde occidental. Il me semble qu'il n'y a aucune raison de supposer que cette conception, où la paix est la norme et la guerre l'exception, vaille ailleurs. Elle peut valoir ailleurs, mais en particulier, je ne vois aucune raison pourquoi elle devrait valoir au Proche et au Moyen-Orient. Ce serait un eurocentrisme tératologique que de dire, puisque l'Europe s'est construite sur la thèse « la guerre c'est l'exception, la règle c'est la paix », toutes les régions du monde doivent se conformer à cette répartition. Autrement dit, cette conception qui a donné lieu à l'ONU, etc., me paraît eurocentrée. Et euro, ça veut dire centré autour de rien, puisque l'Europe n'existe pratiquement plus. Donc, cette conception-là, je ne vois pas du tout pourquoi elle s'imposerait ailleurs. Et je pense, effectivement, qu'au Proche et au Moyen-Orient, l'idée que la paix soit l'exception, qui réclame des conditions exceptionnelles, parmi lesquelles peut-être, pour certains, le démantèlement de l'État d'Israël, ou pour d'autres, le démantèlement d'autres États de la région, c'est l'idée que, la possibilité de cette conception s'impose, me paraît tout à fait pensable. J'ajoute, je terminerai là-dessus, que spontanément, en analysant un certain nombre de données venues de la communauté états-unienne, la communauté juive états-unienne, et en réfléchissant sur le film de Steven Spielberg qui s'appelle Les Fabelmans,
il m'est apparu que pour la communauté juive états-unienne, avant que la situation de guerre se rétablisse, je parle de la période où on réfléchissait en termes de paix d'Abraham, c'était l'horizon de la situation au Proche et Moyen-Orient, Netanyahou apparaissait comme en quelque sorte contaminé par ce qui était perçu comme la vision orientale. Autrement dit, par la vision où la guerre est la norme et la règle, et la paix l'exception. Et j'ai même lu récemment, c'était publié dans Le Monde, un article, malheureusement je n'ai pas noté une tribune, plus exactement, je n'ai pas noté la référence, enfin on pouvait la retrouver, l'article disait Benjamin Netanyahou se comporte comme un despote oriental. Il est plus proche de Bachar el-Assad qu'il n'est proche d'un gouvernant, chef d'État, gouvernement occidental. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, et je vous donne tout de suite la parole, que s'il n'y avait pas eu le 16 octobre, il y aurait eu de toute façon une guerre, ou la guerre, un peu comme depuis 1948, l'histoire de la région a été jalonnée de guerre. Bon, moi, là, je vais dire des choses que je tire de la presse, donc ça n'est pas, comment dire, marqué du sceau de la certitude. Mais la logique de la paix d'Abraham, c'était d'établir le système que j'évoquais. La norme, c'est la paix, et la guerre, c'est l'exception. Pour que la paix d'Abraham se voie, se lise dans la réalité, il fallait que au moins un grand État, en dehors de l'Égypte, un grand État arabe, arabo-musulman, reconnaisse l'État d'Israël et noue des relations diplomatiques et éventuellement commerciales avec l'État d'Israël. C'était la condition pour que la paix d'Abraham devienne une réalité. Il semble bien que l'État iranien a considéré comme très risqué ce développement, puisque l'État arabe dont il est question, le seul État arabe véritablement puissant et dont l'appartenance musulmane ne peut pas faire de doute, c'est l'Arabie saoudite, en tant que gardienne des lieux saints, puissance financière, et donc on dit maintenant puissance financière, il est très facile de passer de la puissance financière à la puissance militaire. Donc la question c'était, l'Arabie saoudite et Israël vont-ils entrer dans une relation où ils se reconnaissent l'un l'autre comme État et comme interlocuteurs ou même éventuellement partenaires en termes de commerce. Pour un État comme la République islamique, c'était un danger majeur. Certains pensent, alors la question c'est de savoir si c'est avec le consentement de l'Iran, sur l'incitation de l'Iran, ou au contraire, malgré l'Iran, le Hamas semble avoir souhaité intervenir militairement, c'est le 7 octobre, pour empêcher toute perpétuation d'une négociation. Autrement dit, rétablir entre le monde arabe dans son ensemble et Israël en particulier, la relation, la paix, c'est l'exception, et la guerre, c'est la règle. Alors je sais bien qu'il n'est pas certain que la République islamique ait trouvé la manière de procéder du Hamas la plus intelligente possible, et mais les faits semblent montrer que, effectivement, ça conduit plutôt à la catastrophe, puisque ça a conduit à une intervention de la part des États-Unis
et un retour sous un autre nom, ou peut-être sous le même nom, de la représentation paix d'Abraham. C'est trop tôt pour le dire. Une représentation, pardon. Une représentation sous le même nom, sous un autre nom, de la paix d'Abraham. Il est trop tôt pour dire si c'est... Mais il est clair que c'est dans la tête de Trump. Pardon. D'abord, je veux dire quelques mots sur mon désaccord avec Jean-Claude Miner sur le fait de distinguer de façon claire et nette une catégorie occidentale, c'était une conception occidentale de guerre et de paix, et une conception orientale. En rappelant deux, trois peut-être indications historiques. La première, c'est si on va vers on va aussi loin que vous dans le monde médiéval et jusqu'à l'Empire romain, je vous répondrai que si on regarde le Moyen-Âge islamique au Moyen-Orient, on constate exactement la même conception, c'est-à-dire la première fonction du pouvoir politique, c'est d'établir et de garantir la paix. C'est à tel point important qu'il existe un adage extrêmement célèbre, et non uniquement célèbre, mais qui a été en fait une idée directrice de la politique, de la pensée politique et de la politique en œuvre dans le monde islamique au Moyen-Âge, peut-être néfaste, mais qui disait que il vaut mieux un tyran sanguinaire qui établit la paix qu'un autre plus juste, mais incapable de maintenir la paix sur sa terre et sur son territoire. Je vais même plus loin en disant que, à mon sens, parce que c'est mon activité professionnelle, je pratique la métaphysique et la philosophie islamique, je pense et je maintiens qu'on peut lire toute l'histoire de la métaphysique islamique comme un effort permanent de désactiver les conditions de possibilité de la guerre. Pour vous dire simplement, la paix joue un rôle extrêmement important dans la conception même de la politique dans le monde musulman. Simplement, il y a quelque chose qui change. Et là, je pense que c'est aussi votre point essentiel. L'avènement de l'État moderne ou l'État westphalien. Je rappelle, et là je vous renvoie à Carl Schmitt, la condition de possibilité de la coexistence des États modernes, coexistence pacifique, le terme est important, enfin l'adjectif, la coexistence pacifique des États modernes avec comme condition la possibilité de mener la guerre ailleurs et de la prise de terre libre. Autrement dit, le colonialisme. Or, cette terre ailleurs du colonialisme qui rendait possible la coexistence pacifique des États modernes était en partie la paix orientale, colonisée par les différentes puissances. Ce point m'importe parce que je considère que même aujourd'hui, le Moyen-Orient continue à jouer le même rôle. Et ça me renvoie à un autre point qui était très important pour nous dès le début. Quelle est la signification du conflit israélo-palestinien pour l'Occident et pour l'Orient? Je pense que là, nous sommes au corps de cette signification. La coexistence pacifique après la Seconde Guerre mondiale avait comme la condition de possibilité quelque chose comme le renvoi des Juifs en terre d'Israël et, comme Merz vient de dire, Israël en tant que faisant le sale boulot pour les Occidentaux. Mais sur ce point m'importe le colonialisme autrement,
Parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des faiblesses structurales des États du Proche et du Moyen-Orient, c'est leur constitution ou leur formation même territoriale à partir de l'éclatement du colonialisme. C'est toute la question autour de la cohérence, par exemple, territoriale de la Syrie, de l'Irak, de plusieurs pays dans cette région, de la Libye, par exemple, qui n'a jamais pu s'affirmer en tant qu'un État-nation avec une population qui se dit nation et un territoire conforme à cela. Donc voilà ce qui me paraît important. Pour revenir au dernier point de Jean-Claude Miner, je suis d'accord que l'accord d'Abraham était un point extrêmement sensible, je dirais même le point névralgique pour l'État iranien, et ses alliés aussi. Mais je vais encore plus loin en disant que c'était tout d'abord quelque chose de vital pour Hamas. C'est pourquoi je considère, je trouve pas, après bientôt 2 ans, j'arrive pas à comprendre l'explication de cette action complètement suicidaire au-delà de l'aspect inhumain, atroce, etc. Mais politiquement et stratégiquement, c'était une action suicidaire de la part de Hamas. L'une des raisons, même si cette raison n'explique pas tout cela, c'est effectivement l'accord d'Abraham. C'est-à-dire, avec l'accord d'Abraham, la crainte était comme le terme en arabe existe, très, très fort, la normalisation de l'existence d'Israël sur cette partie du monde, c'est-à-dire sur la terre conflictuelle entre Israël et la Palestine. Alors, mais précisément, le dessein de la disparition d'Israël, qui n'est pas dans la Lune, c'est un véritable dessein, enfin une affirmation, que ce soit du côté de la République islamique ou du Hamas ou d'autres, vous incite tous les deux à discuter pour savoir si la solution à 2 États en est une, ou pas. Et je crois qu'il faut partir un peu de cette question simple, parce que généralement, quand on invoque une éventuelle sortie de paix, fût-ce une trêve, c'est souvent la solution à 2 États, sachant que l'État binational est un peu tombé dans les limbes. Dans notre échange, je n'ai pas caché mon scepticisme à l'égard de la solution à 2 États. Et je suis confirmé dans mon scepticisme par une intervention du président Macron au moment où il prévoyait d'organiser une conférence à l'issue de laquelle la France, l'État français, aurait reconnu l'État palestinien. La possibilité, la légitimité, la possibilité d'un État palestinien. Et le reconnaître, disons formellement, donc admettre vraisemblablement, je suppose, un ambassadeur, une représentation diplomatique, même si le territoire n'aurait pas été déterminé immédiatement. Mais tout cela, dans la bouche du président Macron, était précédé d'un certain nombre de conditions. Il fallait la reconnaissance de la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Il fallait reconnaître l'existence pour l'État d'Israël de frontières sûres et reconnues. En fait, une liste de conditions. Et je me suis dit, mais en lisant cet ensemble de conditions, je me dis, mais si ces conditions étaient réalisées, sans doute on pourrait avoir une solution à 2 États. Mais on ne peut pas faire comme si ces conditions étaient réalisées. Autrement dit, parler de solution à 2 États sans poser la question de
la possibilité de réalisation des conditions que l'on y met, cela me paraît illusoire. Ensuite, dans notre discussion, je me suis placé dans l'hypothèse où un État palestinien serait constitué. Et là, je me suis appuyé sur un certain nombre de conditions que vous-même, vous aviez énoncées. Alors peut-être, je les ai poussées à la caricature, mais en tout cas, c'est comme cela que je les ai lues. Il fallait que l'État d'Israël cesse d'avoir des relations privilégiées avec les États-Unis, cesse de pouvoir compter sur la protection militaire de quelque puissance extérieure que ce soit, et en fait cesse d'avoir des relations autres que, disons, morales ou idéologiques avec les différents pays où existe une diaspora juive. Je me suis dit, mais si l'État d'Israël doit, pour exister, renoncer à toute relation avec les États-Unis, s'il doit renoncer à être armé par des puissances extérieures, on n'a qu'à voir les capacités d'Israël. Alors, bien entendu, il va de soi que dans une solution à deux États, les colonies, ce qu'on appelle les colonies juives, seraient remises à leurs légitimes propriétaires, que Jérusalem-Est serait la capitale, ou en tout cas ferait partie du nouvel État palestinien. Bon, si on additionne tout cela, on arrive à une petite bande de terre à laquelle on interdit d'avoir des relations, en tout cas de protection, avec des pays extérieurs, et tandis que l'État palestinien pourrait, sans, en tout cas, c'est comme cela que j'ai lu votre présentation, sans que cela pose le moindre problème, entretenir des relations avec tout l'ensemble du monde arabo-musulman et peut-être aussi avec la République islamique. Je sais bien que dans votre conception, l'avenir de l'Orient repose sur la disparition de la République islamique. Non, je vous concède cela. Mais immédiatement, on a une disproportion. On a un État d'Israël nouvellement créé qui ne peut avoir de relations sauf pacifique, enfin de paix, avec d'autres États, enfin des puissances extérieures, et surtout pas des relations avec les États-Unis, et surtout pas non plus, je l'ajoute aujourd'hui, avec la Russie, puisque la Russie peut se présenter comme protecteur alternatif, que l'avenir d'Israël soit de devenir un protectorat russe. Le pouvoir russe actuel n'y verrait absolument aucun inconvénient. Il y a une communauté russe extrêmement importante, il y a une cathédrale orthodoxe massive, etc. Donc, un État qui ne peut avoir de relations de protection avec aucun État extérieur, à côté d'un État musulman, il y aurait sans doute quelques chrétiens, enfin, majorité musulmane, qui, lui, entretiendrait des relations sans limitation avec l'ensemble des pays arabo-musulmans, j'ai le sentiment que cela prédit l'étiolement progressif de l'État d'Israël et, à terme, sa disparition. C'est donc, si j'ose dire, l'euthanasie plutôt que la mise à mort brutale. Mais l'euthanasie et la mise à mort brutale ont un point commun. Je vous donne tout de suite la parole, mais ce qui veut dire que l'orientalisation d'Israël poussée à son extrême, avec la solution à deux États,
conduit à sa disparition. C'est ça la logique. Enfin, Oui. pourrait conduire. Pourrait. C'est-à-dire, si on prend au sérieux les diverses conditions, à savoir les conditions, là, alors, il y a d'une part les conditions, appelons-les classiques. Il faut que les autres États reconnaissent la légitimité de son Bien sûr, existence, bien sûr, etc. bien Bon, je laisse ça. Mais je m'appuie sur la présentation telle que je l'ai comprise. Peut-être que je la caricature, mais... Non. On est dans la dentelle, là, que dans l'exactitude. Je vous donne tout de suite la parole, mais c'est parce que ça va conclure le propos de Jean-Claude Milner. Vous avez cette phrase forte, je crois. Après l'extermination des Juifs d'Europe, l'extermination des Juifs d'Orient. Ça conclut votre raisonnement. Peut-être que je peux dire... Pardon. Alors, l'un des rares points sur lesquels Jean-Claude Milner et moi nous étions d'accord, c'était le fait que la solution de deux États n'en était pas une. C'est vrai. Mais pour des raisons inverses. Oui. Pour des raisons inverses, pour moi, un État palestinien sans souveraineté réelle, sans armée, un État palestinien reconnu uniquement sur le papier, pour moi, est tout à fait intenable. La seule conséquence de cela sera, en quelque sorte, justement, pérenniser une situation que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire d'une part le 7 octobre et d'autre part ce qui se passe depuis le 8 octobre à Gaza. C'est-à-dire que nous allons avoir un état permanent de guerre entre deux pays avec des moyens tout à fait inégaux, incomparables, et en plus une situation qui va en quelque sorte légitimer la guerre entre deux, maintenant il s'agit de la guerre entre deux États voisins. Donc il n'y a pas des réserves humanitaires d'une part ou d'autre part les considérations de registre à l'attaque terroriste. Donc ça me paraît dans les circonstances actuelles une solution qui est tout à fait intenable, mais je pense que je maintiens toujours, même si je ne vais pas développer, je maintiens l'idée que ça fait partie de l'hypocrisie occidentale sur la question. Maintenant, il y a deux autres points dans ce que nous venons d'entendre. Le premier point, c'est que je ne crois pas du tout à la menace existentielle vis-à-vis de l'État d'Israël. Pour une raison tout à fait simple, c'est un État puissant, prospère, avec la bombe atomique réelle, et je retiens ça non pas uniquement d'une idée que je développe moi-même, des conversations et des échanges que j'ai avec mes amis israéliens. Je cite dans l'ouvrage un ami qui est quelqu'un qui a passé toute sa vie, maintenant il a plus de 60 ans, qui est une figure extrêmement emblématique et importante en Israël, Ras Karagotskin, qui a passé sa vie à lutter contre l'État d'Israël, en considérant qu'il faut que cet État, sous la forme actuelle, il faut le dissoudre. Et là, récemment, il disait que c'était une erreur. Cet État ne va pas disparaître. Il faut maintenant trouver un autre moyen pour régler le problème palestinien. Je pense qu'il y a une part de réalisme dans ce qu'il dit. C'est un État puissant. Maintenant, le dernier point dans l'argument de Jean-Claude Milner, qui est pour moi aussi important, c'est-à-dire les conditions pacifiques et pérennes de l'existence d'État d'Israël en tant qu'un État-nation. Je suis soucieux de ça aussi, profondément. Simplement, je pense que la solution proposée par Jean-Claude Milner, mais
de facto autrement appliquée par l'État d'Israël, qui est négociée avec les États régionaux au détriment des populations. C'est-à-dire que les populations, ils ont les Palestiniens et après la population arabe et à une échelle plus grande la population musulmane du Moyen-Orient a un problème avec le conflit israélo-palestinien. Nous allons régler ça en menant parfois la guerre si nécessaire, comme aujourd'hui, contre l'Iran, ou en faisant des pactes ou des accords comme l'accord d'Abraham avec les autres puissances régionales. Allons voir avec les États, réglons notre problème avec les États, d'une part de la région, d'autre part avec le soutien des Occidentaux. Je pense que c'est une erreur de deux points de vue. D'abord, ce problème doit être réglé avec les populations du Moyen-Orient. Comme on le voit, ce sont ces populations-là qui, lorsqu'elles se mettent en colère, qui vont immédiatement obliger les hommes d'État de réagir et de faire des volte-face. N'oubliez pas que après le 7 octobre, les premiers mois, le premier Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, et ensuite tous les hommes d'État, y compris le roi marocain qui est visiblement l'ami le plus fiable d'État d'Israël. Ils ont tous fait face parce qu'il y a une crainte de leur propre population. Sûr, oui. Je considère qu'Israël doit régler son problème avec ces populations-là. Donc, d'une part à cause de cela, d'autre part, les puissances occidentales peuvent un jour se retirer pour une raison ou pour une autre. C'est ce que nous avons déjà échangé avec Jean-Claude Miner en privé sur ce point. Lorsque j'ai vu la scène de Zelensky devant Trump et Pence, j'ai tout de suite imaginé soit Netanyahou, soit l'un de ses successeurs, je ne sais pas quand, qui va se retrouver dans la même position. On va lui demander, vous devez nous remercier, d'abord. Deuxièmement, rien ne nous oblige de vous aider de façon continue et inconditionnelle, etc., etc. Et la même chose lorsque j'ai entendu et j'ai lu Merz disant qu'Israël est en train de faire le sale boulot pour nous. Alors, ce soutien a quelque chose de pervers. Quelque chose de pervers dans le sens où il donne l'impression à l'État d'Israël et in fine à la population israélienne en grande partie une toute puissance capable de tout faire, de l'usage de la force nue contre le droit international, contre les instances internationales, etc. Simplement, cette force nue vient des puissances occidentales, en grande partie, comme j'ai commencé en disant que la guerre contre l'Iran avait comme condition ce soutien inconditionnel des Occidentaux. Imaginons un jour où ce soutien se retire. Alors l'État d'Israël va se retrouver dans une condition là vraiment menacée. Oui. C'est justement l'objet de, si je puis dire, non pas de, je ne sais pas si c'est un désaccord, mais derrière tout ça, vous avez prononcé le mot population. Et vous-même, vous vous présentez, cher Anouche, comme un enfant de la rue arabe. Iranienne plutôt. Iranienne. Excusez-moi, mais comme oui, mais vous avez raison. Dans le livre, vous avez dit arabe. Vous avez dit aussi rue arabe, puisque vous avez dit donc, population, rue arabe, c'est parfois, je me souviens, un ami, Moustapha Safwan, le psychanalyste, qui m'avait raconté dans le détail son enfance et son adolescence dans la rue. Je l'enviais hautement, pour la liberté qu'il avait pu connaître. C'était l'Égypte, là. Donc oui, les populations, et ce que ça croise évidemment, et là c'est un des nœuds quand même de votre désaccord,
c'est l'approche de Jean-Claude Milner de l'antisémitisme qu'il préfère appeler judéophobie, antisémitisme d'entendement, antisémitisme passionnel, judéophobie passionnelle, donc qui renvoie peu ou prou à la rue arabe. Et vous venez de le dire, et c'est très intéressant parce que c'est un vrai différent. Finalement, j'allais dire presque indépendamment de ce qu'on peut penser de l'État d'Israël, du sionisme, de la politique de l'État d'Israël aujourd'hui, etc., vous semblez avoir une confiance historique, disons, pour convaincre ces populations d'arriver à l'entente que vous venez d'évoquer. Si j'ai bien compris, ce que Jean-Claude Milner n'a pas l'air véritablement de vouloir, ou anticiper, c'est pas qu'il ne le veut pas, mais il n'y croit pas. Il ne croit pas. Donc, Janusz Gandjipour a cité le nom de Gustave Le Bon. Je suis un grand lecteur de Gustave Le Bon. C'est facile, c'est très court, le contenu est assez tiède, assez dilué. Enfin, il y a des points importants. Et je dirais qu'on ne peut pas négocier avec une population. Autrement dit, c'est dans la réponse que j'avais faite, proposer à Israël de, je ne sais plus quelle est votre expression, de régler le problème avec les populations. Ce qui n'est pas la même chose que négocier. Pardon ? Ce qui n'est pas la même chose que négocier. D'accord. Mais pour moi, c'est aussi impossible. On ne règle pas des problèmes avec une population. Donc, une population, en tant que population, situe quoi que ce soit comme un problème, on ne peut pas le régler avec elle. On peut le régler en la contournant, on peut le régler en déplaçant les termes du problème, en trouvant d'autres noms, etc. Mais si l'on considère que, à la fin des fins, il s'agit de mettre face à face la population israélienne et les populations, disons, arabo-musulmanes, où l'État d'Israël, censé représenter sa population, parce que ce serait un État démocratique, admettons, et les populations musulmanes, parce que les populations musulmanes ne sont pas représentées par leurs États. Dans les deux cas, à mon avis, le terme de population fait obstacle à quoi que ce soit qui ressemble soit à une négociation, vous rejetez le terme, soit simplement à une prise en compte. Si, je répète, dès qu'une population perçoit tel ou tel objet, telle ou telle réalité comme un problème, immédiatement, elle le perçoit comme insoluble. Et donc, personnellement, je considère que votre proposition ne fait que dire, sous une forme apparemment positive, que c'est insoluble. Dernière remarque, vous avez évoqué la possibilité, et à mon avis, plus que la possibilité, la presque certitude d'un moment où les États occidentaux, et le plus puissant d'entre eux, se retireraient. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut considérer en face. Je crois, pour dire les choses autrement, que dans la communauté juive aux États-Unis, Israël tel qu'il est devenu, c'est-à-dire l'Israël de Netanyahou, est devenu trop indistinguable d'un État oriental. Et donc le vrai clivage se fait à leurs yeux entre juifs orientalisés
et juifs occidentalisés. La terre promise pour les juifs occidentalisés, c'est l'Amérique du Nord. Donc les juifs américains vont devenir des Américains juifs. Mais de façon générale, les Israéliens, les juifs israéliens occidentalisés, aux yeux de quelqu'un comme Spielberg, il ne le dira jamais, mais moi je le dis à sa place, parce qu'il n'a pas le courage. Pour quelqu'un comme Spielberg, la véritable place d'un juif israélien occidentalisé, c'est de faire son alia aux États-Unis, à la rigueur au Canada, mais certainement pas en Europe occidentale, certainement pas en France, dont nous faisons semblant d'ignorer qu'elle passe pour le centre, le pays où il y a le plus d'actions anti-juives, violentes, parmi les pays d'Occident. Donc ce n'est pas le lieu où des juifs israéliens occidentalisés et sans lien particulier avec la France iront. Mais en tout cas, le projet de proposer une émigration générale des juifs israéliens occidentalisés vers l'Occident, c'est-à-dire vers les États-Unis, me paraît quelque chose qui est d'ores et déjà présent. Ça ne peut pas se formuler, ça pouvait se formuler à l'époque des accords d'Abraham, ça ne peut pas se formuler dans la situation présente, il n'en reste pas moins que c'est là. Et quand vous voyez le type de dirigeant qui paraît à la télévision, par exemple les représentants des partis ultra-religieux ou Netanyahou lui-même, vous voyez très bien qu'effectivement quelqu'un comme Vance me dira, mais enfin, votre seul devoir à l'égard des États-Unis, c'est de dire merci, et notre seul devoir, c'est d'accueillir ceux d'entre vous qui sont assez conformes aux exigences états-uniennes pour devenir des citoyens, ou en tout cas recevoir une carte verte. Je crois que sur ce point, la situation est d'ores et déjà présente. Elle ne peut simplement pas se développer à cause des circonstances des conflits. Je vais dire quelques mots et peut-être, si vous êtes d'accord Oui. tous les deux, après on va arrêter. Après, oui, on arrête. Enfin, on vous donne la parole. Alors, une précision, lorsque je dis que Israël doit régler son problème avec la population, pour moi, le nœud de ce problème, c'est effectivement trouver une solution aux yeux des Palestiniens juste. Ce qui est le corps du problème, en fait. La population arabe, turque, etc., du Moyen-Orient, à ce problème-là. J'entends bien ce que Jean-Claude Milner dit, mais je pense que finalement la question se pose dans les termes plus simples, c'est-à-dire trouver une solution aux yeux des Palestiniens comme une solution juste ou tenable. Deuxième chose, pour revenir à votre question, sur la judéophobie et l'antisémitisme. Mon point de départ pour prendre cette initiative et développer quelque chose comme correspondance après le livre avec Jean-Claude Milner était le fait que, à mes yeux, l'antisémitisme est très grave. Ou le fait que Mera va tuer les enfants juifs. Le fait qu'une fille juive est agressée ou violée par ses camarades qui, une partie, viennent de l'immigration arabo-musulmane ou du monde musulman. C'est très grave, c'est même
beaucoup trop grave que se contenter simplement de condamner l'antisémitisme comme un refrain. Nous condamnons l'antisémitisme, mais essayons de prendre à bras le corps la question, essayons de comprendre. Et c'est là où il y a effectivement une divergence entre mon point de vue et celui de mon voisin. Mon point de vue consistant à dire que cette action, cet acte inconcevable, inhumain, horrible, je me suis dit, comment quelqu'un peut faire cela, par exemple, aller tuer les enfants juifs. Essayons d'aborder tous les aspects de cette question. Comment on en est arrivé là? Je pense qu'il y a un aspect historique, il y a plusieurs choses qui sont liées à l'histoire moderne du Proche et Moyen-Orient et à l'histoire de l'avènement du sionisme et de son installation au milieu du Proche et Moyen-Orient en tant qu'un État-nation. Ces deux histoires sont concomitantes, sont même associées, intimement entremêlées. Je pense qu'en fait, pour aborder la question de la haine de juifs, nous sommes obligés de partir de ce point de vue. Alors que, selon Jean-Claude Milner, c'est quelque chose qui, finalement, il va nous expliquer certainement, qui n'a pas de pourquoi. Il ne fallait pas chercher le pourquoi. Moi, je considère qu'il faut creuser le pourquoi. Il faut aller comprendre quelles sont les différentes composantes de ce phénomène. Quelles sont les conditions de possibilité de ce phénomène. Et après, effectivement, je pense qu'il faut partir du passé lointain et après venir ce que je considère à l'histoire moderne de l'Orient et aussi l'histoire de l'avènement du sionisme. Et juste le dernier point, pourquoi j'insiste sur l'histoire de l'avènement du sionisme? Parce que c'est aussi l'histoire de l'avènement de quelque chose qu'on appelle en langage courant, l'islam politique, ou la conception moderne de la communauté musulmane, de l'État islamique, etc., etc. Ces deux histoires sont parallèles. Il faut voir tout cela, et au milieu de ça, l'implantation d'un projet conçu en Occident, au sein de l'Orient, un projet qui était un projet colonial, mais dans un sens accordé à la colonisation qui n'était pas exactement le nôtre aujourd'hui. La colonisation au XIXe siècle avait aussi une signification positive, utopique, qui avait très clairement et matériellement comme modèle l'exemple réussi aux États-Unis. Les États-Unis étaient en fait un État-nation à partir d'un projet colonial.